le regard des autres, et en même temps ce besoin de rester soi-même. Franchement, c'est un défi que tout le monde connaît. Alors comment on fait pour trouver le juste milieu entre ce que les autres attendent de nous et notre propre quête d'authenticité? C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, voilà le programme. On va partir d'une histoire, une histoire vécue sur cette fameuse peur du regard. Ensuite, on va essayer de comprendre le grand malentendu psychologique qu'il y a derrière tout ça. Et après, bien sûr, on verra une petite suggestion pratique pour s'en sortir. Et on terminera en prenant un peu d'auteur, avec une question immense. Au fond, ça veut dire quoi réussir sa vie? Allez, on attaque la première partie, la peur du regard. Ce sentiment-là d'être tout le temps observé. La question de fond, celle qui nous travaille tous un jour ou l'autre, c'est bien ça. Comment on fait pour être vraiment soi-même? On a l'impression d'être tiré dans tous les sens, d'un côté ce que les autres attendent, de l'autre l'image qu'on veut se donner. Et à la fin, on risque de devenir juste une caricature de soi-même. Pour bien comprendre ça, rien de mieux qu'une histoire vraie. Alors, imaginez un peu la scène. On a un jeune prof, il a 26 ans. Il se retrouve face à un immense amphi plein à craquer. Le silence, l'ambiance un peu solennelle de l'université et tous ces regards braqués sur lui, autant dire qu'il n'est pas du tout à l'aise. Il a vraiment cette sensation que chaque étudiant le passe au scanner, l'analyse dans les moindres détails. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il parle d'une sorte de dissociation. C'est comme s'il était coupé en deux. D'un côté, il y a le prof qui fait son cours, et de l'autre, une partie de son cerveau qui est complètement bloquée, obsédé par une seule et unique question. Mais qu'est-ce qu'il pense de moi là, tout de suite? Et bien sûr, cette obsession, elle le pousse à tout interpréter de travers. Le moindre signe devient une preuve qu'il est mauvais. Un étudiant fronce les sourcils, hop, il pense que je suis nul. Un autre regarde par la fenêtre, c'est sûr, il s'ennuie, mon cours est ridicule. En fait, il plaque ses propres angoisses sur des gestes qui ne veulent rien dire. Il transforme des comportements neutres en preuves accablantes de son incompétence. Et ça dure toute l'année. Il est convaincu, mais alors convaincu, d'être un prof absolument nul. Mais c'est là que l'histoire bascule complètement. On va voir qu'un malentendu énorme. Fin de l'année, discussion tranquille avec ses étudiants. Et là, il lui lâche « Franchement, monsieur, on s'est dit qu'on voulait vous le dire, vous avez été l'un de nos meilleurs profs cette année. » Imaginez le choc. Pour lui, c'est juste impensable. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que ceux qui lui disent ça, ce sont justement ceux qu'il imaginait être ses pires détracteurs. Et voilà, on touche au cœur du problème. Il y a un gouffre, un véritable gouffre, entre le regard que les autres portent réellement sur nous et ce qu'on imagine qu'ils pensent. Ce n'est pas juste différent, ça peut être carrément l'opposé. On a l'impression de lire dans leurs pensées, mais en fait, on est juste en train de lire nos propres peurs. Ok, mais alors, pourquoi on tombe tous si facilement dans ce panneau? C'est quoi le mécanisme psychologique qui se joue là, en fait? Eh bien, ça a un nom, c'est le biais de confirmation. En gros, quand on n'a pas confiance en soi, on est déjà persuadé qu'on ne vaut pas grand-chose. Du coup, notre cerveau, sans qu'on s'en rende compte, va se mettre à chercher partout la moindre petite preuve qui confirme cette idée. C'est exactement ce qui est arrivé au jeune prof. Il ne voyait que les sourcils froncés, il était devenu aveugle à tous les visages attentifs. Parce que la réalité, en fait, elle est beaucoup plus simple. La plupart du temps, les gens ne passent pas leur temps à nous juger. Ils ont bien d'autres choses en tête. Leur attention est ailleurs. Et même quand il y a un jugement, c'est souvent hyper rapide, superficiel. Un éclair. On juge une tenue, une phrase, mais pas qui on est vraiment au fond. Comment le pourrait-il d'ailleurs? Ils ne nous connaissent pas. Et ce biais de confirmation, ça nous conduit à un paradoxe qui est assez fascinant. On pourrait appeler ça le nombrilisme de l'insécurité. C'est un peu étrange, mais à force de croire que tout le monde nous juge négativement, on se met en quelque sorte au centre de leur monde. On s'imagine être la référence absolue, le sujet principal de leur pensée. C'est une forme d'ego en fait, mais un ego inversé, un ego qui vient du manque de confiance. Bon, maintenant qu'on a posé le diagnostic, la question c'est comment on sort de ce cercle vicieux? Allez, passons à des choses un peu plus pratiques. L'idée, c'est de procéder en 2 étapes. D'abord, première chose, arrêtez d'interpréter. Un froncement de sourcil, ce n'est qu'un froncement de sourcil, juste un mouvement de muscle, rien de plus. Il faut s'en tenir aux faits objectifs. Deuxième étape, si vraiment le doute est trop fort, il faut oser demander. Pas en étant agressif bien sûr, mais juste avec une vraie curiosité. Quelque chose comme « Dis, j'ai l'impression que tu ne m'apprécies pas trop, est-ce que c'est moi qui me fais des films ?» Parce qu'au fond, le carburant de cette peur, c'est notre propre silence. C'est parce qu'on ne vérifie jamais nos impressions qu'on laisse notre imagination s'emballer. On se construit des scénarios catastrophes, on s'invente des problèmes. C'est presque comme si une partie de nous avait besoin de ce petit drame intérieur pour se sentir exister. Mais en brisant le silence, on brise aussi le cycle infernal de la peur. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une question beaucoup plus large. Parce que se libérer du regard des autres, ce n'est pas juste un petit truc de développement personnel. En réalité, c'est peut-être la clé d'une des questions les plus fondamentales qui soit. Qu'est-ce que ça veut dire, réussir sa vie ?
Alors, là-dessus, l'auteur fait une distinction qui est vraiment essentielle. Il y a une énorme différence entre réussir sa vie et réussir des choses dans la vie. C'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. On peut très bien cocher toutes les cases du succès, le boulot, l'argent, la reconnaissance, et avoir au fond de soi le sentiment terrible de passer à côté de sa vie. Parce qu'une vie réussie, en fin de compte, c'est une expérience intérieure. Ça ne se mesure pas en possession ni en activité sur un agenda. Non, ça se mesure à la qualité de ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est une vie où l'on arrive à trouver une forme de paix, d'harmonie, où l'on se sent aligné avec soi-même. Et il y a cette phrase qui résume tout, je la trouve géniale. Une vie réussie, c'est une vie où l'on ne se pose plus la question de savoir si on réussit sa vie. Prenons une seconde pour y penser, c'est énorme. Ça veut dire que le but ultime, c'est d'arriver à un tel état de sérénité qu'on n'a même plus besoin de se demander si on a réussi. Le simple fait de se poser la question en permanence, c'est la preuve qu'on n'y est pas. Et là, la boucle est bouclée. Si on passe son temps à s'inquiéter, à se torturer l'esprit avec ce que les autres pourraient bien penser de nous, eh bien, on est en train de saboter ce vécu intérieur. On pollue notre propre existence, on se fabrique soi-même un petit enfer sur Terre, et on s'éloigne à des années-lumière de cette idée de réussite intérieure. Alors, on va rester sur cette idée. Et si, au final, la plus grande des réussites, ce n'était pas de trouver la bonne réponse, mais simplement d'arrêter de se poser la question.